Je laisse la parole à Jérôme Rive, qui est le directeur de l'IAE Lyon. Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous accueillir au sein du site de la Manufacture des Tabacs pour cette conférence. Je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux au sein de cet espace universitaire. Alors, pour l'IAE Lyon, qui est une école universitaire de management, pour nous, il est vraiment fondamental de maintenir tout à la fois des liens très forts avec la communauté d'affaires, de nous placer dans l'univers et dans les problématiques actuelles, et notamment dans cette dimension internationale, tout en abreuvant, bien entendu, les enseignements avec les dernières recherches, les dernières connaissances et les discussions autour des thématiques qui font sens. Alors l'international est une marque de fabrique de l'IAE Lyon, je dirais, parmi l'ensemble des IAE, au-delà des échanges classiques d'enseignants, échanges de professeurs, au-delà des nombreuses formations délocalisées à travers le monde, de colloques organisés en partenariat avec d'autres établissements à l'international. Je pense ici à un colloque que nous faisons annuellement avec l'université à Prague. Je reviens d'un colloque co-organisé sur le service dans la modernité avec notre partenaire marocain. Au-delà de la mobilité virtuelle qui est organisée en salle de cours, et nous souhaitons vraiment faire venir l'international ici à Lyon pour confronter nos étudiants aux problématiques internationales, et nous aurons une 50aine de professeurs invités au début de l'année pour l'ensemble de nos étudiants de master, formation initiale et formation continue. Eh bien, je crois qu'au-delà, l'international est véritablement un invariant que nous devons d'intégrer à nos produits et à nos services, et qui nous permet d'avancer, de nous valoriser, également de nous améliorer dans nos démarches qualité à travers des systèmes d'accréditation internationale. Aussi, c'est tout naturellement que nous avons répondu favorablement au projet d'acteur de l'économie qui est un partenaire, je dirais, de cœur, un partenaire historique, quand s'est montée l'idée d'avoir un nouveau format autour de conférences avec des thématiques sur les BRICS. Alors nous sommes ravis d'accueillir Vigilon dans nos murs pour aborder cette problématique de l'implantation au Brésil. C'est un thème qui porte une attention toute particulière parce que l'Université de Lyon est également en train de développer un très gros projet pour développer des filières bilingues en sciences, dans les sciences de l'ingénieur et en management. Donc nous écouterons avec grand plaisir les fruits de l'expérience de vos implantations dans ces territoires. Je ne serai pas plus long, je vous remercie à nouveau beaucoup de votre présence et je souhaite des débats riches et nombreux. Merci, Monsieur Rive. Merci. Je parle peut-être un petit peu fort là. Voilà, moi je voudrais simplement vous redire un petit peu quelle va être la thématique de ce débat d'aujourd'hui. Non pas de ce soir, je vous ai dit bonsoir, mais c'est bonjour. Simplement pour vous redire, alors les BRICS, travailler avec les BRICS, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un acronyme que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, je ne sais pas. Les BRICS, c'est une série de pays émergents constitués par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le Est, South Africa, donc l'Afrique du Sud. Tout ça pour vous dire que ce que l'IAE et acteurs de l'économie, co-organisateurs de cette conférence, ont voulu mettre en place, c'est une série de discussions entre hommes d'affaires et spécialistes pour un petit peu nous expliquer comment l'on fait d'une façon humaine pour appréhender un pays. Qu'est-ce que c'est que le management interculturel? Alors c'est un mot un tout petit peu barbare, qui peut paraître un petit peu prétentieux même. On va essayer, grâce au témoignage d'Olivier Ginon ce soir et à celui de Maître Costa, de voir un petit peu ce que ça veut dire que d'approcher un pays à travers une vision qui est une vision culturelle au sens j'applique la culture qui est la mienne et je comprends la culture du pays dans lequel je me trouve, dans un milieu qui est le milieu professionnel. Voilà, donc Olivier Ginon, merci d'être là, c'est vraiment très gentil à vous, parce que je crois que vous êtes beaucoup au Brésil en ce moment, justement, où vous êtes implanté depuis 2006. Est-il besoin de vous présenter? PDG, fondateur de JL Evans, leader dans l'organisation de congrès, de salons, de séminaires. Maître Costa, vous êtes avocat associé au cabinet Bismuth et Associés. Vous êtes en charge plus particulièrement du Brazilian Desk au sein de ce cabinet, ce qui veut dire que vous êtes spécialiste dans l'accompagnement d'entreprises françaises qui s'implantent au Brésil et inversement. On verra ça tout à l'heure. Donc je voulais commencer par donner la parole à Olivier Ginon, qui va nous dire un petit peu comment s'est passée cette implantation au Brésil. Mais avant, Monsieur Ginon, de pouvoir vous laisser la parole, on va regarder un petit clip qui dure 3 minutes, qui présente très simplement et en musique ce qu'est JL au Brésil.
desse jeito, pensando nos beijos, carinhos dela. E ela morta no meu peito, eu morro de Cinderela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, carinhos dela. E ela morta no meu peito, eu morro de Cinderela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, carinhos dela. E ela morta no meu peito, eu morro de Cinderela. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, carinhos dela. E ela morta. La question qui nous intéresse aujourd'hui est vraiment très simple. Comment est-ce qu'on approche un pays qui fait 16 fois la France, qui est énorme, dont les cultures d'une région à l'autre peuvent différer, j'imagine. Comment est-ce que l'on approche un pays pareil quand on est Olivier Ginon et qu'on arrive avec une volonté de s'implanter? Quelle est la stratégie d'un point de vue managérial au départ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre accueil. Je vais demander à François-Régis Picolet de se mettre debout, à Lisa Cambonne et Sébastien Brunet, pour juste vous montrer qu'il n'y a pas de réussite d'entreprise où qu'elle soit, sans hommes et femmes. Donc François-Régis était le patron de nos activités à New York. Il avait en charge le développement du Brésil notamment, et c'est lui qui est le responsable de nos erreurs au Brésil, plutôt de notre bonne marche. Sébastien Brunet part au Brésil s'implanter avec sa famille. Sa femme est chilienne, donc après un séjour en Inde pour le groupe, il part s'implanter au Brésil pour s'occuper de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques, des grands événements et des futures implantations en Amérique du Sud du groupe. Lisa Cambonne, on va pouvoir avoir une femme au siège du groupe qui suit le Brésil pour le groupe et qui en a la responsabilité aux côtés de nos équipes de développement et nos directions générales. Donc voilà, vous m'avez posé la question, merci, on peut s'asseoir maintenant, hein, on ne va pas rester debout tout le long. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de réussite d'implantation, où qu'elle soit, sans des femmes et des hommes qui vont croire à votre entreprise et qui vont la développer. Alors les choses sont simples, comment on est arrivé au Brésil au départ, hein. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir comment, à quel moment on a une petite capacité de développer, d'implanter des hommes et des femmes du groupe. Donc on se retrouve donc dans les années 2004, 2005, 2006. On sortait d'un énorme chantier en Amérique du Sud qui était la World Cup of Cricket, qui était aux Caraïbes, où on venait de faire un chantier pour cette Coupe du Monde de cricket. Et là, le chantier suivant sur l'Amérique du Sud, c'était les Pan American Games. Alors je voudrais rappeler en préliminaire, c'est que notre groupe, c'est 3 grands métiers. Ces 3 grands métiers, notre groupe s'appelle GL Events, il a 3 grands métiers, GL Events Live, GL Events Exhibitions et GL Events Venues. GL Events Live, c'est l'accompagnement depuis l'ingénierie jusqu'à la réalisation de tout événement, qu'il soit sportif, économique, culturel, politique. Politique, ce n'est pas les campagnes électorales, mais c'est par exemple le sommet du G20 à Cannes, c'était une signature GL Events. Tous les sommets du G20 Finance, c'est par exemple le congrès de la francophonie à Beyrouth, c'est la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et au Guinée équatoriale, où on va réaliser, nos équipes sont sur le terrain, on va réaliser plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est le premier métier du groupe. Donc, on a fait la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. C'est nous qui avons installé le stade de Eaton Manor en Nouvelle-Zélande pour la finale de la Coupe du Monde de rugby, où on a par exemple fait grossir la capacité du stade de 15 000 places avec... on a monté une structure à 30 mètres de haut au-dessus du stade pour compléter le stade. Donc ça, c'est le métier, je dirais, d'origine du groupe. C'est le métier dans lequel on a toujours un très fort développement, année après année. Deuxième métier du groupe, c'est GL Events Venues, c'est la gestion, la propriété ou l'exploitation de parcs d'exposition, de palais des congrès,
d'arena. Vous avez pu voir la HSBC Arena. En Amérique du Sud, on est en avance sur la France pour le naming rights. Le naming rights, c'est le fait de donner son nom à un lieu public ou à un lieu, je dirais, structurant pour une agglomération. Vous avez vu sans doute à Lyon et entendu parler du Matmut Stadium. On a été le deuxième cas en France d'implantation du naming rights avec notre stade de rugby. Ceux qui voudraient aller voir un match de rugby, compte tenu que vous n'êtes pas trop nombreux, nos collaborateurs du groupe vous inviteront avec plaisir à voir un match de rugby à Lyon. Ça vous montrera une réalisation de notre groupe. Mais Monsieur Bismuth, qui est là, peut vous inviter, puisqu'il a une loge, du reste. Et comme il ne parle pas aujourd'hui, il peut vous inviter à boire un coup. Le deuxième métier, donc, ce sont des parcs d'exposition. À Rio de Janeiro, on a par exemple le plus grand parc d'exposition d'Amérique du Sud qui fait plus de 100 000 m². J'y reviendrai. Le troisième métier du groupe, vous avez pu voir qu'on a fait les services. On a le contenant et maintenant il faut organiser des manifestations. Donc on est organisateur de manifestations, c'est GL Events Exhibition dans le monde entier, où on est propriétaire de 300 grandes manifestations. La plus grosse, où il y a la plus populaire, c'est celle à Rio que nous avons, c'est le Salon du Livre de Rio de Janeiro, où nous avons plus d'1 million de visiteurs. J'y étais il y a 2 mois, c'était la folie, quoi. Ce jour-là, il y avait un bon prêtre, un bon curé qui venait... signer son bouquin, ça a bloqué toute la ville. C'est-à-dire que on a dû avoir 150, 200 000 visiteurs le même jour. C'était la folie, quoi. Et donc, après, c'était les hélicoptères qui étaient au-dessus du Rio Centro. Quand ils commencent dans des villes de 11 ou 12 millions d'habitants à se déplacer sur une manifestation populaire, les Brésiliens sont présents. Donc, si vous voulez, le troisième métier du groupe, c'est faire en sorte que dans les villes où nous sommes présents, on apporte du contenu. À Lyon, nous organisons par exemple le CIRA. Et le CIRA, qui est le salon où on a le Bocuse d'Or, je fais un parallèle avec Lyon, pour apporter, je dirais, une connotation de ce qu'on peut faire entre les pays, puisque nous allons organiser, bien sûr, aussi à Rio de Janeiro, une manifestation dans l'agroalimentaire, parallèle du CIRA, pour pouvoir faire une des sélections dans le futur du Bocuse d'Or, qui est le concours de cuisine que nous organisons à Lyon. Voilà, donc c'est les 3 grands métiers du groupe que nous allons développer au Brésil. Je voudrais rebondir sur 2 petites choses qui m'ont intéressée dans ce que vous avez dit. Non pas que tout ne m'ait pas intéressé, mais vous avez présenté vos collaborateurs tout à l'heure. L'un d'entre vous, monsieur, je crois, part s'installer, disiez-vous, au Brésil, c'est ça? Je voudrais vous raconter une histoire avant de vous reposer une question, qui est celle du coréen Samsung. Samsung, il y a de longues années, décide de s'implanter au Brésil. Que font-ils? Ils envoient, c'est la culture asiatique, ils envoient une équipe de 4 cadres avec famille et enfants s'implanter là-bas, vivre là-bas, et pendant un an, goûter un petit peu aux us, aux coutumes, à la culture brésilienne. Voilà. Après, ils font évidemment un reporting de la façon dont on arrive à s'approprier les us et coutumes des uns et des autres. Est-ce qu'on rentre dans des cercles économiques? Est-ce qu'il est facile de le faire? 2 questions. Est-ce que l'envoi de monsieur au Brésil correspond à ceci dans la mesure où vous êtes déjà implanté? Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu le faire au départ? Non, je crois qu'il faut être très pragmatique. Alors, c'était la question d'entrée. J'avais juste représenté le groupe, mais lorsque François-Régis Picolet, qui a l'obligation dans le groupe de développer les grands marchés à l'international, c'est donc un défricheur, hein. C'est un défricheur, c'est un garçon qui part 4-5 ans avant les grandes manifestations quand elles vont se passer, et qui, avec ses équipes, sont là pour aller pénétrer la culture locale, comprendre la relation qui existe entre la France, entre notre ville, entre d'autres villes où on est présent, ainsi de suite, trouver les bons filons pour que la relation humaine puisse exister et qu'on puisse signer des marchés. Donc là, si vous voulez bien, je vais vous parler 2 mots de la manière dont ça s'est passé, hein. On arrive quelques années avant les Pan American Games. Ça aurait été dans une autre ville que Rio, on serait allé ailleurs, mais c'était à Rio. Et après, c'est vrai qu'un enchaînement très positif va se positionner. Les Pan American Games, la ville de Rio n'a pas les moyens de financer les Pan American Games. Ils ont un parc d'exposition qui fait 100 000 m² sur 50 hectares, sur une construction qui est magnifique, mais qui avait vieilli. Ils disent,
nous n'avons pas les moyens, nous cherchons un partenaire qui investisse 20 ou 22 millions d'euros, et contre ces 22 millions d'euros, qui une partie est en réhabilitation du parc d'Expo et une partie qui est en overlays, les aménagements de tout ce qui est, je dirais, non permanent, que ce soit les tribunes, vous les avez vues, on vous a mis quelques photos, les aménagements intérieurs. Celui qui accepte de payer ça aura une concession sur le parc d'exposition de 50 ans. On est un peu joueur. On a fait beaucoup de travail, je dirais, autour de François Régis, et François Régis a fait un travail remarquable sur place. Je dis bien ça, c'est pas pour l'encenser en public, c'est parce qu'il n'y a pas de réussite, où que ce soit, s'il n'y a pas d'homme. Donc, je veux dire, c'est simple, et la pénétration de tissu local, c'est beaucoup de temps. Alors après, on a été plusieurs, et je me suis investi à ses côtés avec d'autres personnalités du groupe, pour faire en sorte que ce premier appel d'offres public, on puisse le gagner. On sait qu'on ne peut pas gagner durablement dans un pays si on n'est pas ancré durablement dans la culture locale. Et cette culture locale, on essaye toujours d'avoir un Brésilien ou un étranger à la tête de nos entreprises. Et là, on a trouvé, toujours François Régis, encore lui, qui a trouvé un partenaire local. On s'est associé avec lui dans le deal. Il est venu défendre ce deal avec nous. Et en plus, on l'a racheté après son entreprise. Et aujourd'hui, il est propriétaire de 15% de GL Events au Brésil. C'est un garçon... et puis c'est vrai que si je dis travail de nos équipes, bonne association, bon partenaire, et très bonne entente, je dirais, entre l'état-major de GL Events et le tissu local. Et donc, il y a une capacité quand même de donner une notoriété à Rio en termes événementiels mondiaux en disant qu'ils choisissent comme partenaire le partenaire qui a installé les Jeux Olympiques d'Athènes, les Jeux Olympiques de Sydney, ainsi de suite. Donc, je dirais une capacité entre tous ces différents facteurs de montrer qu'on pouvait être le bon partenaire pour la ville. Sur la façon de faire des Brésiliens, alors on verra tout à l'heure avec Maître Costa, parce que vous êtes un peu spécialisé, enfin vous êtes très présent au Brésil de manière très régulière aussi, et vous accompagnez encore une fois les entreprises françaises là-bas. Sur la façon de faire des Brésiliens, qui diffère d'un État à l'autre, j'imagine bien, avez-vous eu des étonnements, des surprises Comment s'est passé, par exemple, votre premier rendez-vous, si vous vous en souvenez, je ne sais pas, vos premières négociations? Est-ce qu'il faut savoir comment les Brésiliens opèrent? Est-ce qu'il faut connaître leur façon de nommer leur hiérarchie? Quels sont les petits étonnements qui ont été les vôtres? Les vôtres, Olivier Ginon, oui. Tout d'abord, on est dans une ville de Rio de Janeiro. On est implanté, notamment dans cette ville, on est après dans d'autres villes, mais c'est dans la première ville où on s'est implanté, c'est Rio de Janeiro. On est dans une ville où les habitants locaux s'appellent les Carioca, et ils sont proches des Français depuis toujours. Hein. Je crois qu'on a une relation entre la France et Rio de Janeiro qui est une bonne relation. Donc ça, c'était une bonne carte. Deuxièmement, on avait... dans le tissu local avec notre partenaire et fait un travail, je dirais, de fourmi pendant des mois et des mois pour aller détecter des relations qui pourraient nous servir. Le président du comité olympique, il y a eu une bonne relation avec les services de la ville de Rio de Janeiro. J'ai eu très vite une très bonne relation avec le gouverneur de l'État de Rio. Je rappelle que un gouverneur... au Brésil, c'est quelqu'un de très important puisqu'il a une puissance de chef d'État dans sa région. C'est lui qui dirige l'armée. Le gouverneur de l'État de Rio, je me rappelle, l'autre nuit à 2h du matin, mon téléphone sonne et il m'appelait juste pour me dire qu'il s'était trompé de numéro. Mais c'est un garçon sympathique, mais c'est lui qui a envoyé il y a 15 jours 10 000 hommes dans certaines favelas de Rio de Janeiro. Et c'est l'homme au Brésil qui est en train de montrer la bonne voie pour faire en sorte que les favelas puissent avoir un futur social dans la société brésilienne. Et je ne dis pas qu'il est en train de mater
les aspects, je dirais, de corruption ou de drogue, ainsi de suite, dans les favelas, il essaye en même temps d'apporter des solutions, je dirais, de futur dans la structuration de la société brésilienne. Et cette relation, si vous voulez, avec cet homme qui est un grand francophile, ainsi de suite, a servi, parce que son bras droit direct, vous avez pu voir Madame Lagarde, Madame Lagarde était venue à Lyon. J'explique les relations culturelles entre les deux pays parce que c'est ce qui fait, mais c'est considérable. Madame Lagarde est venue inaugurer le CIRA. Je lui avais demandé lors d'un déjeuner à Paris si elle pouvait venir inaugurer le CIRA. Elle est venue inaugurer le CIRA. Pendant sa visite du CIRA, elle me dit: je pars au Brésil dans 8 jours. Je dis: vous n'allez pas aller au Brésil sans moi, hein. Donc, 8 jours après ou 15 jours après, elle part au Brésil. Elle allait visiter une centrale nucléaire. Elle me dit: oh, ce ne sera pas facile d'aller visiter la centrale nucléaire. Et on est quand même bien allé visiter la centrale nucléaire. Et derrière, elle est venue inaugurer, enfin faire toute une visite inaugurale avec le gouverneur de notre parc d'exposition. Et ensuite, un déjeuner chez le gouverneur avec Madame Lagarde où j'ai été invité. Enfin, si vous voulez, toutes ces relations-là font que des liens se sont établis. Le bras droit du gouverneur est devenu maire de Rio depuis. Donc, si vous voulez, on a une relation entre notre groupe et l'environnement politique local, je dirais, qui a été immédiatement une relation de compréhension. Il faut savoir, si vous voulez, que la France, dans l'événementiel, est devenue, depuis pas mal d'années, depuis la Coupe du Monde de football, avec notamment à Paris, vous savez, Rio, c'est Maracana. Le gouverneur est venu à Paris au MEDEF avec le futur maire de Rio. Il cherchait des solutions pour Maracana, pour la Coupe du Monde de football. Tout ça, ça a tissé des relations de respect mutuel et de capacité de relation qui font que vous m'avez dit que c'était important que je vous parle aujourd'hui d'échanges culturels et ainsi de suite. On est en plein, je dirais, là-dedans aujourd'hui, de nos relations entre la ville de Rio, notre groupe, et ce qui peut se passer comme relation franco-brésilienne. Alors justement, vous avez utilisé un mot très fort qui est celui du respect. Vous êtes présent, je crois, dans 17 pays, si je ne me trompe pas. Vous avez donc eu à appréhender de nombreuses cultures différentes, de nombreux pays différents. Les us, les coutumes ne sont évidemment pas les mêmes d'un pays à l'autre. Comment est-ce que quand on rencontre pour la première fois ce gouverneur dont vous parlez, comment est-ce que l'on sait quelle est la façon de se comporter, quel est le code vestimentaire? Est-ce que tout cela compte dans un pays comme le Brésil? Est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent, par exemple? C'est bizarre parce qu'ils m'ont montré en photo tout à l'heure sans cravate et je suis assez rarement sans cravate. Vous voyez, c'est pour ça. Mais j'avais pas souvenir que durant cette visite, je n'avais pas de cravate. Mais si vous voulez, c'est assez important parce que quand vous parlez des relations culturelles, je vais la semaine prochaine avec le Premier ministre français au Brésil. J'ai eu la chance, lors de la réunion de lancement de la Coupe du Monde il y a 3 mois, de serrer la main de la présidente du Brésil. Et je vais aller dîner la semaine prochaine à Brasilia dans cet environnement. Ensuite, on a pu voir si c'était possible. Le Premier ministre français vient à Rio de Janeiro. Il y aura un dîner avec le maire, ainsi de suite. On est en train de signer des contrats considérables pour la Coupe du Monde de football et pour les Jeux Olympiques. Je dirais que ce que je disais tout à l'heure dans le bureau du directeur de l'IAE, on a besoin, les moyennes entreprises, lorsqu'on se déplace à l'international, de soutien, aussi bien de nos ambassadeurs, aussi bien de nos hommes politiques français, parce que le commerce, il se fait en compétition et que les autres pays, dans la compétition, ils utilisent la totalité de leurs atouts. Et nous, aujourd'hui, en France, depuis 5 ans, 10 ans, on a la chance de pouvoir, aujourd'hui, si on est sur des grosses opérations, de pouvoir mobiliser soit l'ambassade, soit des ministres ou autres. Et ça, c'est primordial dans le positionnement des moyennes entreprises. Aller vendre des Airbus, tout le monde sait que... il n'y a plus besoin aujourd'hui d'un ministre pour vendre des Airbus dans 80% des cas. Aller implanter ce que nous, on est en train de faire à Rio, on va investir environ 100 millions d'euros, je crois, dans les 3 ans sur Rio de Janeiro et sur le Brésil. À notre taille, c'est considérable. Je veux dire, on a besoin de s'assurer strictement dans la relation entre notre groupe et la ville qu'un soutien politique vienne bien montrer que le pays, la France, est derrière parce que c'est quelque chose d'important.
Évidemment, on imagine. Alors justement, ce qu'on aimerait pouvoir faire savoir à ces étudiants qui se destinent peut-être demain à des carrières internationales, en tout cas on leur souhaite, les questions politiques par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui fâchent? Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on en revient au Brésil puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle de la pauvreté, est-ce qu'on parle des problèmes de corruption qui est un problème majeur au pays, puis un problème d'actualité puisque Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, vient de limoger encore le mois dernier, je crois, quelques ministres, 4 il me semble, dont le ministre des Sports. Est-ce que c'est quelque chose qui vient jusqu'à vos équipes et comment le ressentent-elles quand des choses aussi importantes se passent? Écoutez, la corruption, c'est un problème qui se passe ou qui se passait dans tous les pays du monde depuis toujours. Je crois qu'en France, on a réglé beaucoup de problèmes de corruption depuis la loi sur les financements des partis politiques. On n'entend plus de demande de quoi que ce soit en France. Il est évident que dans certains pays où vous arrivez, vous entendez parler de corruption. On m'avait dit, tu vas voir, tu vas en Afrique du Sud, tu vas avoir des problèmes. On a eu 0 demande. On a fait la Coupe d'Afrique des Nations en Angola il y a 2 ans. On a eu 0 demande. On est dans le monde du sport, un monde, si vous voulez, où il y a encore une certaine éthique, où il y a plus que jamais une certaine éthique. Vous voyez, je dis encore et plus que jamais. Au Brésil, je touche du bois, on n'a jamais eu de demande spécifique de quoi que ce soit. Mes équipes sont là, ainsi de suite. Notre ami Sébastien revient de l'Inde. L'Inde, ce n'est pas tout à fait la même chose par rapport au Brésil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Brésil, nous sommes concessionnaires pendant 50 ans du lieu que nous gérons. Nous faisons des investissements sur notre lieu, c'est-à-dire que nous sommes chez nous. Aujourd'hui, on n'est pas dans la relation de savoir si on a besoin d'augmenter notre chiffre d'affaires ailleurs. 35%, il faut savoir, des Jeux Olympiques vont se passer chez nous. Le problème aujourd'hui pour nous, c'est d'investir dans des infrastructures et que derrière, on puisse bien être sûr d'avoir le retour de l'investissement fait. On n'est pas du tout dans une recherche de signer un nouveau marché dans une ville du fin fond du Brésil. Ce n'est pas notre problème. Ensuite, au Brésil, ça c'est le premier par rapport aux investissements. Le deuxième, on est organisateur de salon. Vous êtes organisateur de salon. Ce que vous cherchez, c'est avoir un bon produit marketing et derrière d'avoir des exposants. Les exposants, chaque entreprise, ne vont pas aller venir vous faire de la corruption pour avoir un stand. On va plutôt leur dire, venez vite chercher des stands. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un salarié corrompu quelque part. Et il faut bien sûr aller les chercher de partout. On fait travailler directement 3500 personnes dans le monde et environ 10 000 personnes indirectement. Il est évident qu'on doit traquer en permanence par l'éthique la corruption où elle se passe et que vous n'avez jamais un groupe de notre taille dans 20 pays et 90 villes sans risque de corruption. Donc c'est un problème fondamental d'entreprise, mais je dirais qu'on est une entreprise qui a plutôt la réputation d'être anti-arrangement quel qu'il soit, où qu'il soit, et ça se sait de la tête aux pieds. Mais on n'est pas à l'abri d'un problème quelconque, où que ce soit. Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire, dans tout ce que vous venez d'exposer, que peut-être les entreprises étrangères sont à l'abri de ce genre de manifestations qui peuvent rester locales? C'est une vraie question un petit peu naïve, mais volontaire. Non, mais j'ai pas d'avis, parce que si vous voulez, ça ne me tracasse pas le matin quand je me lève, puisque c'est une philosophie d'entreprise, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire que l'argent n'est pas mon moteur, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas le moteur de l'entreprise. Ce qui est important, c'est la passion de créer, développer l'entreprise et de faire en sorte que les collaborateurs, où qu'ils soient en France ou à l'international, on puisse tous avoir la chance d'être mieux demain. Donc c'est la base, je dirais, d'une certaine humanité d'entreprise qui a été créée depuis l'origine. On est des pionniers, on est des fous furieux du boulot. Donc, à partir de ce moment-là, on est une entreprise encore à taille humaine et familiale. Et alors, cet amour du boulot, ça se transmet dans un pays comme le Brésil, à des collaborateurs brésiliens? Est-ce que la culture de l'amour du boulot existe chez eux? Mais le Brésilien, on a quand même tous été dans le groupe, je crois, impressionnés par ces hommes et les femmes du Brésil, quoi. Et c'est un pays ouvert, c'est un pays jeune, c'est un pays
où on n'a pas grand-chose à leur apprendre non plus sur le monde de la fête. Hein, je veux dire, le monde de l'événementiel, venez, je vous emmène sur Copacabana, venez, moi ils m'ont emmené tous, on a fait une fois des séminaires de tout le groupe là-bas, il y a quand même des endroits de fête, on n'a pas grand-chose à leur apprendre. Hein. Et bon, donc ça c'est la première des choses. Vous avez peut-être vu, je vais vous raconter une anecdote. La HSBC Arena, vous avez vu tout à l'heure une femme noire, comment elle s'appelait, celle qui chantait? Beyoncé. Je ne savais, pas besoin de le dire, vous. Bon, mais je le savais, mais avant, je ne le savais pas. J'étais à un dîner de sport dans la ville, à Lyon, avec Rai, le footballeur qui était au PSG, qui est brésilien, à Lyon. Coup de téléphone du patron de notre filiale au Brésil, qui gère notamment, donc notre associé, Olivier, est-ce que je peux produire Beyoncé à l'Arena? Il faut que j'engage 1 million d'euros de cachet d'avance. Je dis, mais je ne lui dis pas, hein, parce que je ne voulais pas montrer que j'étais niais, et que je ne connaissais pas Beyoncé, je m'excuse, hein, je suis un peu rétro. Et donc je dis autour de la table, est-ce qu'on peut produire Beyoncé? Est-ce qu'on risque de remplir l'Arena, 15 000 places? On me dit, mais t'es marteau, toi, bien sûr qu'il faut que tu produises Beyoncé. Et il raille comme un fou autour de la table. Je dis, bon, bah, ok, tu peux produire Beyoncé. On a fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai embrassé Beyoncé, pas facile, hein, parce qu'il y a 15 mecs qui la surveillent autour. Et ils sont gros volume. Et donc, si vous voulez, tout simplement pour vous dire que l'entreprise, elle se fait de contacts, de risques, et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Rai autour de la table. Rai me dit, j'ai une fondation. J'ai une fondation sur le sport. J'ai toujours aidé à Lyon, Sport dans la ville. On a décidé avec Sport dans la ville, Rai, qui était déjà en contact avec Sport dans la ville avant, entre eux, d'organiser une manifestation à Rio de Janeiro. Et on a fait un dîner de 400 personnes. Il y avait notamment le président de la Société Générale qui était venu de France. On avait plusieurs entreprises du CAC 40 qui étaient présentes. Et il y avait le gouverneur qui était venu ouvrir, parce que pour lui, c'est très intéressant, le mariage interculturel, que vous parlez du sport. On l'a refait cette année. Il y avait un nombre de personnalités du Brésil dans cette manifestation. Donc pour vous dire que le mélange socio-culturel entre les pays, l'entreprise qui s'implante, elle peut elle aussi contribuer à cela. Et vous voyez, d'une histoire de ce concert de Beyoncé, on en a fait un dîner de sport dans la ville, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait que ça resserre les liens entre la ville de Rio et les personnalités françaises qui sont venues, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, enfin de leur dire, c'est simplement qu'il faut à la fois s'appuyer sur les connaissances des us et coutumes, les connaissances culturelles, à travers peut-être le fait d'envoyer certains collaborateurs sur place, etc., et de connaître et de comprendre, mais il faut aussi créer le lien interculturel pour que cela perdure. C'est peut-être bateau de le dire, mais je pense que c'est un petit peu votre message d'aujourd'hui. Pour terminer sur des petites anecdotes, ça n'en est pas une, mais comment est-ce que, par exemple, on embauche un collaborateur, un directeur local? Est-ce que vous vous faites briefer sur la hiérarchie, la façon de faire? Qu'est-ce qu'on va chercher chez un directeur brésilien qu'on ne va peut-être pas chercher chez un directeur français? Comme capacité, comme CV, comme spécificité. Tout d'abord, juste pour donner l'évolution de nos volumes d'activité sur le Brésil, pour comprendre que c'est quand même une aventure qui est importante en termes de volume et de personnes. La première année qu'on a pris le parc d'exposition, il y avait 200 salariés. Je crois qu'on en a pas gardé. Enfin, la ville nous avait dit, je garde mes salariés, on vous donne le parc d'exposition nu. On en a repris juste 2-3 personnes. On est parti à une vingtaine de personnes dans notre aventure au début. Aujourd'hui, je crois qu'on est 200 personnes fixes. Hein. On est 200 personnes fixes au Brésil. On faisait 2-3 millions d'euros la première année. On a fait 10 millions 2 ans après. Là, en 2011, on fait 47 millions d'euros. L'année prochaine, on va en faire 60 et on fera 150 dans 3 ans. Donc tout simplement pour vous donner l'évolution du chiffre d'affaires, puisqu'on construit un hôtel de 320 chambres pour pouvoir répondre aux besoins de notre site, plus on
construit 10 000 m² de bureaux sur notre site qui vont servir pour la Coupe du Monde de football, pour la FIFA, pour toutes les équipes pendant 2 ans de la FIFA, et derrière des Jeux Olympiques. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de bien voir les besoins humains que l'on a besoin. Nous, l'objectif dans notre groupe, c'est de faire en sorte que les patrons soient toujours des patrons locaux. Par contre, aujourd'hui, on renforce. Ce qu'on fait au Brésil, c'est qu'on renforce par des expatriés. On n'en a pas beaucoup, hein. On avait un expatrié, je crois. Aujourd'hui, on est passé à 2, puisqu'on a pris un directeur d'hôtel international qui avait dû se lancer le Hilton à Lyon, qui est parti habiter là-bas. Et on a derrière nous Sébastien qui part là-bas. On aura 4 ou 5, ou un peu moins d'une dizaine de Français. On va monter certainement dans les 2-3 ans à venir à 400-500 personnes fixes sur le Brésil. Donc, si vous voulez, d'avoir 4-5 Français, c'est quand même pas énorme. Le choix des dirigeants locaux, il faut quand même bien se dire une chose, c'est que c'est pas une promenade de santé tous les jours de gérer une entreprise si loin de son siège. Et le Brésilien a quand même besoin d'être contrôlé. Je ne dis pas comme le lait sur le feu, il a besoin d'être accompagné. On est dans un pays qui est en plein mouvement, en plein boom, c'est très booming. On a quand même des problèmes de recrutement aujourd'hui, puisque je crois qu'il n'y a pas de chômage au Brésil, si je ne me trompe pas, hein. Donc la pyramide des salaires, enfin l'échelle des salaires monte très vite. On a essayé de nous piquer notre meilleure collaboratrice. Je donne une nouvelle anecdote en échange de savoir-faire culturel. Pour les Pan American Games, on a une fille brésilienne qui a été l'interlocutrice de François Régis pour monter et suivre tout le chantier. Cette fille qui s'appelle Stella, je l'appelais moi le général Stella, elle est remarquable. On l'a envoyée en Angola gérer le chantier de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est allée en Afrique du Sud gérer toute une partie de la Coupe du Monde. Là, elle revient. On nous appelle la semaine dernière. Il y a les Jeux Olympiques qui veulent nous la piquer. Je dis, on va pas nous la faire, celle-là. Donc, pour vous dire, la compétence, vous parliez tout à l'heure de savoir ce qu'on a à apprendre. On a des gens très compétents dans ce pays. Par contre, on a besoin d'un suivi, d'un baromètre. Et surtout, on a besoin de mettre une pression très forte pour que les choses se fassent et se fassent dans les temps. C'est-à-dire que entre le discours et la décision et l'application, il y a un peu de temps qui se passe dans ce pays. Mais c'est un pays qui a la chance aujourd'hui de vivre... J'étais avec un conseil d'administration d'une banque à Marseille il y a 2 jours, où j'ai entendu un interlocuteur de cette banque dire qu'il n'y avait plus de croissance dans la consommation au Brésil des ménages. Et je me suis dit qu'il aurait mieux fait de se taire ce jour-là, parce que je ne crois pas que c'était véritablement la vérité et ce que l'on voit sur place. Donc, la seule chose que je puisse voir, c'est qu'il y a des collaborateurs, il y a besoin d'une formation forte et il y a besoin d'un controlling et je dirais d'une pression permanente pour qu'on fasse les choses dans les temps et qu'on respecte la rentabilité. Merci beaucoup. Donc, interaction permanente, hein, si je comprends bien. Je voudrais me tourner vers vous, Maître Costa. Vous avez été sage, vous avez attendu votre tour. Vous êtes donc, vous, spécialiste, si l'on peut dire, du Brésil, puisque depuis plusieurs années, le cabinet Bismuth et Associés accompagne des entreprises françaises là-bas. Et vous êtes en charge de cet accompagnement, puisque vous dirigez le Brazilian Desk au sein de ce cabinet. Est-ce que vous pouvez rapidement nous livrer une petite grille de lecture sociologique de ce qu'est ce pays, vous qui le connaissez bien? Bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je ferai comme Olivier Ginon, je me permettrai d'évoquer des personnes qui travaillent avec moi parce qu'encore une fois, un point commun avec ce qu'a indiqué Olivier Ginon et ce que nous vivons au quotidien, c'est le travail d'équipe. Donc j'ai le plaisir d'avoir dans cette salle mes associés, Mathieu Martin et Yves Bismuth, qui est l'associé fondateur du cabinet Bismuth et Associés. Cette petite parenthèse étant faite, c'est un point important, ça me permet de rebondir et de répondre à cette interrogation, parce qu'effectivement, la grille de lecture qui doit être faite par rapport à toute destination internationale, mais plus encore s'agissant du Brésil, c'est cette nécessité de travailler en équipe. Et lorsque on a indiqué ce premier point, travailler en équipe, lorsque nous sommes entrepreneurs français, c'est faire en sorte de faire concilier les objectifs stratégiques globaux de l'entreprise française avec effectivement la démarche culturelle qui est, même s'il y a beaucoup de similitudes, qui est quand même très particulière avec de nombreuses divergences avec celle
que nous pouvons rencontrer habituellement en France. Et c'est vrai que c'est une nécessité qu'il convient de prendre en compte. Ce que nous faisons lorsque nous accompagnons les entreprises françaises, c'est le cœur de notre activité, c'est d'accompagner les entreprises françaises qui se destinent sur le marché brésilien. Nous avons, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, une tendance depuis mes voyages de 2010 et puis les différents voyages que j'ai pu faire au cours de l'année 2011, une tendance quand même qui se profile d'entrepreneurs brésiliens qui s'intéressent au marché français, soit directement pour le marché français, soit comme étant une porte d'entrée sur le marché européen et sur le marché africain. C'est vraiment un point extrêmement important par rapport à cette destination qu'est le Brésil. Et encore une fois, une approche d'équipe, une approche humaine. C'est le thème de notre sujet, mais c'est vraiment un point extrêmement important dans le cadre du management des équipes sur cette destination, c'est de prendre en compte cet aspect humain. On va peut-être projeter une carte que Maître Costa avait préparée juste pour avoir une idée de la superficie et de ce que représente le Brésil, même si c'est un petit peu, c'est un petit peu loin à lire. Mais pour que vous nous expliquiez un petit peu. Oui, tout simplement, c'était pour permettre aux participants de fixer les idées. Vous avez les données, les chiffres clés qui sont sur la partie droite, avec, comme l'a indiqué Olivier Ginon, un point qui est extrêmement important pour nous, c'est que nous, en France, nous raisonnons sur des aires territoriales qui concernent Paris, Lyon, Marseille, et lorsque nous indiquons le nombre d'habitants, nous ne raisonnons pas sur les villes intramuros, nous évoquons les grandes agglomérations. Lorsqu'on compare ce point qui est fondamental avec les villes principales du Brésil, on se rend compte que Rio, grosso modo, c'est 20 millions, Sao Paulo, pardon, 20 millions, Rio de Janeiro, 11 millions, et puis ce qu'on appelle les petites villes du Brésil, c'est 4 millions et demi, 4 millions, 3 millions, et ce qui permet d'indiquer et de vous faire comprendre également cette nécessité de prise en compte de cette dimension géographique qu'on retrouve également dans la dimension intellectuelle des Brésiliens. Vous avez aussi, à titre d'illustration, tout simplement, la superficie de la France et la superficie du Brésil. Le Brésil, grosso modo, c'est 15 fois la France, avec une importance au niveau des déplacements, et je crois qu'on aura l'occasion également d'en reparler dans le cadre des managements des équipes sur le terrain au Brésil. Donc ceci vous permet de prendre conscience de cette importance lorsque vous avez affaire à des équipes brésiliennes. Et un point très simple, nous avons au cabinet recruté une avocate brésilienne pour nous aider dans l'accompagnement du Brazilian Desk. Cette avocate brésilienne a eu un parcours tout à fait intéressant. Elle a parcouru Paris, elle était sur La Rochelle, et lorsque elle a sollicité le cabinet pour voir si elle pouvait faire partie de l'équipe du Brazilian Desk, on a évoqué cette différence de destination Paris, La Rochelle, Lyon. Et cette avocate brésilienne, Giovanna Botta, nous a indiqué, mais vous plaisantez, pour nous les Brésiliens, Paris, La Rochelle, Lyon, Bordeaux, c'est rien. Nous prenons l'avion, nous faisons 2000 km très régulièrement pour aller de ville en ville. Et c'est également un point qui est important dans le cadre des prises en compte des habitudes de travail des Brésiliens. À propos justement de ces différences géographiques, quand on a préparé un petit peu cette intervention, vous me disiez que vous aviez quelques anecdotes, en tout cas une, sur les différences même au sein des différentes régions brésiliennes, les différences culturelles qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'on peut expliquer ça aux personnes qui sont dans la salle? Oui, alors au sein du cabinet, notre Brazilian Desk est quand même, il faut le reconnaître, plutôt ciblé sur Sao Paulo et Rio de Janeiro. On intervient moins sur des villes de moyenne importance, mais ne serait-ce que, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Olivier Ginon, la différence culturelle majeure au Brésil, sans faire cette distinction nord-sud, mais déjà avec 200 km, 400 km de distance entre Sao Paulo et Rio, c'est cette rivalité entre les cariocas, les habitants de Rio de Janeiro, et les paulistes. Alors c'est difficile à dire du coup en français. En portugais, ce sont les paulistes, qui sont donc les paulistas, on pourrait traduire de cette façon-là, qui sont les habitants de Sao Paulo. Et une petite anecdote qui est très intéressante et qui est vraiment assez symptomatique de cet état d'esprit. Je déjeunais à Rio avec donc des cariocas qui me parlaient de vin. Il faut savoir que le vin au Brésil est très cher. C'est difficile de trouver du bon vin à un prix relativement acceptable. Et on parlait de vin, et c'est vrai que il m'avait semblé curieux d'entendre les cariocas parler du vin, disant qu'ils avaient trouvé un bon vin, mais qu'ils avaient réussi à l'obtenir à un prix pas trop cher.
Et lors d'un voyage ultérieur au Brésil, c'était en octobre 2011, j'ai déjeuné avec des habitants de Sao Paulo, j'ai remis cette discussion du vin sur la table, et là, c'est complètement l'inverse. Les habitants de Sao Paulo me disaient, j'ai trouvé un vin, je l'ai payé à un prix excessivement cher, c'était le vin le plus cher que j'ai pu trouver. Et cette divergence sur cette appréciation du même produit, le vin, les Cariocas disant qu'il l'avait obtenu à un prix plus faible et les Paulistas disant qu'il avait obtenu à un prix plus élevé, ça permet également de retrouver ces habitudes dans le cadre du management des équipes sur les différentes régions, les différentes villes. Et c'est vrai qu'on ne manage pas de la même façon des habitants de Rio ou des habitants de Sao Paulo, étant précisé également qu'au Brésil, ils ont fait quelque chose, à mon avis, qui est intéressant et dont la France pourrait s'inspirer, c'est qu'ils sectorialisent énormément les territoires. Lorsque vous allez sur Rio et qu'on dit que Rio, c'est le territoire sectoriel sur la chimie, sur la pharmacie, sur l'énergie, Sao Paulo ne va pas sur ce terrain-là, va plutôt se situer sur l'industrie, sur des activités de transport. Donc il y a aussi une divergence et en fonction des activités des entrepreneurs français, c'est un point à prendre en compte. Est-ce qu'entre eux, ils le respectent, cette divergence, cette divergence d'activité économique ? Alors, sur le terrain économique, après, il faut être très pragmatique, hein. Les entrepreneurs brésiliens, pour le coup, n'ont absolument aucune difficulté à travailler avec tel ou tel. En revanche, mais à l'instar de ce qui se produit dans tout pays, comme en France, vous avez des rivalités entre pays. Vous avez les Parisiens et les Marseillais, vous avez les Cariocas et les Paulistas. Et ça, c'est un point qui est important. Juste à titre d'anecdote, pour vous faire sourire un petit peu, les habitants de Sao Paulo ont une anecdote assez drôle sur le Christ roi qu'on voit avec les bras ouverts sur le Corcovado. Tout simplement, les habitants de Sao Paulo disent que le Christ attend impatiemment que les habitants de Rio se mettent à travailler pour enfin applaudir. Donc voilà un petit peu le genre d'anecdote qu'on peut retrouver entre les différents territoires. C'est presque la même que les Français et les Belges, hein, au niveau de ce territoire. Vous êtes déjà monté en vélo à Corcovado ? Pas en vélo. Moi, chaque fois que j'y vais, je monte en vélo à Corcovado. Et je vous promets, j'ai acheté un vélo à Rio. Il y a 1200 mètres de dénivelé positif cumulé. Et je vous conseille de le faire, vous verrez, c'est pas mal. Avec plaisir. Surtout quand vous pesez 100 kilos. Hein. Est-ce que ça vous permet de rencontrer des gens différents que ceux que vous rencontrez dans vos bureaux, par exemple ? Je me suis mis au vélo il y a 3 ans. Je fais à peu près 4000 km de vélo. Et j'ai fait Lyon-Sainte-Maxime en vélo par les Alpes cet été. Et mon dirigeant au Brésil, il s'est mis comme un fou au vélo maintenant. Donc je me dis que ça fait du bien, quoi. Ça fait des petits. Chaque fois que j'arrive, maintenant, il est meilleur que moi, il est plus léger. Mais au moins, il s'est mis au vélo, quoi. J'ai une question maintenant peut-être pour tous les deux d'ailleurs. Pour bien comprendre, quelle est l'acceptation qu'ont les Brésiliens des Français ? On va rester dans nos problématiques à nous, l'acceptation des pays en général, enfin des autres nationalités en général. Voilà, on peut en parler, mais là, pour que les étudiants comprennent bien, quelle est l'acceptation de ce pays qui est la 7e puissance mondiale, enfin 7e économie mondiale aujourd'hui ? Comment voient-ils les Français ? Alors, bien évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber dans la caricature. Il y a des idées reçues qui ont encore cours aujourd'hui, même si elles tendent à se marginaliser. Tout simplement, les Français peuvent avoir tendance à considérer les Brésiliens comme étant les spécialistes de la fête, ne faisant que danser la samba et jouer au foot. Les Français, à l'inverse, les Brésiliens peuvent avoir une vision tronquée des Français en estimant qu'ils sont arrogants compte tenu de l'histoire de la France, de la philosophie des Lumières. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de respect entre ces deux nations parce que l'histoire entre ces deux nations est extrêmement ancienne. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais l'anecdote est importante, est intéressante. Il faut savoir quand même que le Brésil est devenu indépendant grâce à Napoléon. Napoléon a décidé d'envahir le Portugal et le roi du Portugal a immigré au Brésil en 1821 par rapport sa famille a immigré en 1810 exactement, puis elle est restée jusqu'en 1821 au Brésil grâce à cette incursion des Français. Et le fils du roi du Portugal, Dom Pedro II, a proclamé l'indépendance du Brésil en 1822. Et par rapport à toute cette histoire, encore un point extrêmement important, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur le terrain tous les jours. Et dont, d'ailleurs, nous, Français, nous n'avons absolument plus conscience. Nous sommes dans l'amphi Malraux. Juste à côté, il y a l'amphi Auguste Comte. Auguste Comte,
chantre du positivisme. Le positivisme, aujourd'hui encore au Brésil, est un mode de pensée qui est extrêmement répandu, extrêmement écouté, et qui fait que cela a des impacts sur le management des équipes sur le terrain. Donc c'est vraiment une histoire très ancienne et très mélangée entre la France et le Brésil, avec, comme je vous l'ai dit, il ne faut plus tomber dans les idées reçues, mais il y a quand même des divergences très très importantes, je pense qu'on en reparlera, sur la façon de travailler, sur la perception notamment des délais, sur les précautions dont doit faire preuve l'entrepreneur français lorsqu'il investit au Brésil. Olivier Ginon, vous êtes d'accord avec cette avancée des choses? Est-ce que par exemple il y a des spécificités françaises? C'est un petit peu caricatural, mais je pense évidemment aux grèves à répétition qui peuvent subvenir en France. Est-ce qu'il y a des spécificités françaises qui vous desservent lorsque vous êtes à l'étranger, au Brésil en particulier, puisqu'on est sur le Brésil aujourd'hui? Je regarde mes équipes parce que... Non. Que disent les équipes? Non. Non, il n'y a pas une image de la France, il n'y a pas des points négatifs dans l'image de la France qui peuvent être véhiculés et donc desservir une implantation et un travail au quotidien comme J'ai le habité vôtre. toute ma jeunesse à côté de la rue Auguste-Comte, pas très loin, donc le positivisme, je ne sais pas si ça a une signification différente que le mot lui-même. Nous, on essaye simplement de se dire qu'on doit faire notre travail correctement. Deuxièmement, qu'on doit faire des investissements qui sont compatibles avec un payback décidé par le groupe. Troisièmement, que dans ce monde qui bouge très vite, est-ce que notre métier peut bien se faire dans une ville où il va se passer la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques, les JMJ. On vient de signer une énorme affaire pour 2012 là-bas, qui est la tenue d'une conférence de l'ONU avec 135 présidents de pays, d'après ce que j'ai compris. Je veux dire, on est au cœur de l'événementiel des 5 prochaines années. On ne peut pas mieux tomber. On est en plein dans notre savoir-faire et on est un des groupes les plus reconnus à l'international par rapport à ce type d'événement. C'est une chance magnifique, mais la chance, il faut peut-être l'avoir testée un petit peu ou taquiner pour qu'elle vous tombe dessus un jour, quoi. C'est-à-dire que vous êtes la preuve que c'est possible, surtout. Je ne sais pas ce que je suis la preuve. La seule chose, c'est Vous, le que groupe. Un soir où on était on avait bu trop de caipirinha, on a décidé d'investir 20 millions. Donc aujourd'hui, on se dit que la caipirinha fait bien les choses, quoi. Donc c'est possible. Ce qui est attention, parce que j'ai un de mes plus vieux banquiers là, qui est là, enfin pas plus vieux lui-même, mais le banquier le premier qui est rentré dans notre capital en 96. Bon, il n'est pas content quand les cours de bourse se cassent la figure, mais il ne faut pas que je dise de bêtises non plus. Maître Costa. Oui, ce qui est très intéressant dans l'aventure de GL Events et d'Olivier Ginon, c'est que nous savons tous que Olivier Ginon est un chef d'entreprise à poigne avec du caractère. Et on peut penser que cela aurait pu créer une difficulté sur le Brésil parce que le Brésil est un pays de consensus. Et ça, c'est une véritable difficulté dans le mode de management avec les Brésiliens parce qu'ils ont une difficulté à dire non et ils ont une difficulté à comprendre le non. Il faut savoir que lorsqu'on négocie avec des Brésiliens, ils disent oui tout le temps. Et mais le oui veut dire trois quoi? significations, justement. Vous avez le oui qui veut dire non, en fait. Vous avez le oui qui veut dire peut-être. Et vous avez le oui qui veut dire oui. Alors comment on décode quand on n'est pas brésilien? Pardon? Comment est-ce que l'on peut décoder quand on n'est pas brésilien? Alors, cette difficulté-là est augmentée d'une autre difficulté, c'est le mélange qui existe au Brésil entre les relations professionnelles et les relations personnelles. En France, sauf rares exceptions, lorsque vous rencontrez un partenaire, un fournisseur, un client, vous ne le tutoyez pas, vous ne l'invitez pas à la maison, vous ne lui présentez pas votre femme et vos enfants. Alors que très facilement, au Brésil, il y a ce contact personnel qui peut être mené parallèlement avec les relations professionnelles. Et c'est vrai que l'un des risques auxquels peut être confronté l'entrepreneur français, c'est de se dire... Il m'a invité à manger au restaurant, on a bu des caipis toute la nuit, j'ai pu me baigner dans sa piscine chez lui sur le bord de la plage, j'ai signé mon contrat. Eh ben non, comme dirait l'autre. Eh ben non, parce qu'effectivement, il faut essayer de décoder avec en perspective aussi quelque chose qui est important, qui est une véritable différence culturelle avec nous, c'est la notion du temps. Nous,
modèle français, modèle européen. Nous avons un mode de pensée plutôt cartésien, avec des systèmes de planification, avec des retours sur investissement qui doivent être assez précis, alors que le brésilien est plus dans l'immédiateté et a du mal à se projeter sur des programmes beaucoup plus lointains. Pour le brésilien, il faut faire. Les réunions ne servent pas énormément, il vaut mieux faire des réunions courtes, il faut agir plutôt que de penser à long terme. Et c'est vrai que ça peut être source de conflit lorsqu'on a des équipes à manager et lorsqu'on leur dit très précisément, il faut absolument un retour pour tel moment, pour telle période, il faut qu'on puisse vérifier tout ceci. C'est vrai que si un conseil devait être donné pour les entrepreneurs français qui ne sont pas physiquement sur place, mais qui délèguent cette représentation, la représentation de leur entreprise au Brésil, c'est d'avoir ce souci constant, comme l'a indiqué Olivier Ginon, du reporting. Il faut impérativement mettre des outils en place pour que vous puissiez contrôler, même à distance, vraiment le suivi de l'activité au Brésil. C'est une société plutôt patriarcale ou matriarcale? Je pense qu'on connaît la réponse, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Alors, vous ne me taxez pas de machisme, je suis portugais, mes parents sont portugais, donc vous connaissez la réputation des Portugais à ce niveau-là. La société brésilienne est une société patriarcale. Cela résulte de tout un contexte qu'on ne va pas évoquer maintenant, mais qui vient du colonialisme, qui vient des différentes couches successives qui sont venues dans ce pays. Et donc il y a cette notion hiérarchique qui est forte. Le père, et d'ailleurs le chef d'entreprise brésilien est souvent vu comme étant une forme de père pour les salariés. Il y a donc ce système patriarcal avec une hiérarchie, avec un système pyramidal très fort qui est celui qui est prédominant au Brésil. Mais il y a une tendance, justement par l'apport d'Européens, par l'apport d'étudiants qui sont allés faire leur cursus aux États-Unis, une forme de féminisation du mode de pensée, avec plus d'échanges au niveau des couches dirigeantes, au niveau des couches de population, ce qui fait qu'on commence à voir un petit peu une évolution du mode de pensée, mais on est encore dans un système extrêmement pyramidal, puisque le Brésil est un pays de paradoxe. C'est un pays qui a vu son taux d'alphabétisation extrêmement augmenter ces dernières années, son taux de scolarisation également, avec également cette fameuse classe moyenne, la classe C, qui compose aujourd'hui 45% de la société, c'est la classe qui consomme, mais également le pays où subsistent les plus grandes inégalités, ce qui aujourd'hui résulte de ce paradoxe lié à cette structure pyramidale. Je vous remercie parce que c'est très éclairant, très intéressant. Je vous remercie tous les deux. On va peut-être donner le micro à la salle parce qu'il y a très certainement quelques questions qui vont vous être posées. Voilà, on va passer le micro aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Je vais donner ça, mademoiselle. Pour vous dire, poser réellement de vraies questions à M. Ginon et à Maître Testa. Quand je dis de vraies questions, c'est simplement pas des commentaires, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais des questions, tout simplement. Voilà. Ils n'ont plus de questions, du coup. Il n'y en a pas. Ah ben voilà, mademoiselle. Je suis brésilienne, donc pas besoin d'expliquer la culture. Mon mari est français et nous avons créé une start-up ici, à Lyon, il y a 1 an et demi. Et on a envie d'aller au Brésil, s'installer là-bas. Et ma question, c'est pour une petite entreprise française, une start-up de domaine de l'informatique, est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs au Brésil ? Alors, votre question, je vais faire court pour que tout le monde puisse participer, mais votre question est intéressante parce qu'elle ouvre tout un champ de réponses. Juste une petite réflexion, effectivement, tout à l'heure, on l'évoquait dans le bureau du président de l'IAE, c'est la difficulté en France pour les petites entreprises d'avoir des capacités pour exporter. Aujourd'hui, c'est le gros problème, c'est que les entreprises, et d'ailleurs les cabinets d'avocats dont nous sommes, un cabinet d'avocats étant une entreprise, nous en sommes une illustration, toute la difficulté, ce sont pour des entreprises de taille réduite, modeste, d'avoir les financements pour exporter. Voilà pour le préambule. Par rapport à votre interrogation, il y a des éléments qui sont intéressants à prendre en compte, notamment en ce qui concerne les incitations fiscales. Vous avez tout un tas de dispositifs qui sont mis en place par l'État fédéral, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais je pense que vous connaissez l'organisation politique brésilienne, c'est une république fédérale. Il y a 26 États plus le district de Brasilia, il y a donc 27 États, et vous avez ainsi différentes strates de nomenclature juridique. Et il y a des incitations fiscales qui sont tant
au niveau fédéral qu'au niveau des États fédérés, et notamment dans le secteur de tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est nouvelles technologies, où vous avez une attractivité des entreprises extérieures pour qu'elles viennent s'implanter au Brésil. Vous êtes brésilienne, vous savez qu'il y a des difficultés lorsque nous sommes de nationalité étrangère pour avoir un visa permanent sur place. Il y a toute une complication encore accentuée par une réforme d'août 2011 où maintenant, pour qu'un étranger s'installe, il faut véritablement avoir une mise de fonds extrêmement importante. Il y a cette difficulté financière. Je peux vous faire tout un cours théorique. La seule réponse concrète, ce sont vos moyens financiers. Donc comment est-ce que vous allez financer votre déplacement, votre installation sur place, étant précisé, et nous avons un banquier représenté ici, que le coût du financement est assez important au Brésil et qu'il vaut mieux pour une entreprise française, en tout cas c'est à mon sens, c'est mon opinion, essayer de se faire financer soit par la maison mère, soit par des financements français. Je vais bien ajouter quelque chose sur le financement. 16% les taux au Brésil, 11% le BNDES. Le problème, c'est qu'il vaut mieux, je m'excuse d'être un tout petit peu nuancé sur ce que vous venez de dire, nous aujourd'hui on finance au Brésil le plus possible en BNDES, parce qu'avec les différences de change, si vous avez un bilan consolidé, vous allez de toute façon, vous avez des risques de les prendre dans la figure après dans votre bilan. Mais ce qui était vrai pendant les 3 dernières années risque d'être moins vrai avec la croissance actuelle, où la monnaie, le real, est une monnaie qui ne va pas être une valeur refuge, mais est une monnaie qui est plus stable aujourd'hui. Bonjour, monsieur Ginaud. Je suis venu à cause de vous. Je ne suis plus étudiant, j'étais un ancien étudiant de Lyon 3. Puisque vous avez évoqué l'Afrique, c'était pour le Brésil, mais vous avez évoqué l'Afrique du Sud et l'Angola. Pourquoi avez-vous choisi une Brésilienne pour vous représenter en Angola lors de la Coupe d'Afrique des Nations et puis en Afrique du Sud? N'y a-t-il pas des cadres africains, malheureusement, ou si vous voulez, des pays anglo-saxons le font facilement? Il y a beaucoup d'Africains qui habitent au Brésil, d'origine. Oui, ça c'est vrai. Mais, et puis aussi, pour l'Afrique actuellement, puisque vous avez été une fois dans mon pays, au Nigeria, actuellement l'Afrique est plus dynamique, c'est l'Afrique anglophone, parce que les Français ne connaissent pas bien l'Afrique anglophone. Alors, que pensez-vous de la situation actuellement, puisque The Economist, cette semaine, vient de titrer Africa Rising? Donc, j'aimerais avoir votre opinion et votre perspective sur le continent. C'est pas bien le sujet du jour. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que notre chiffre d'affaires en Afrique, dans les 5 dernières années, a eu une croissance énorme. Que la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait fait en Angola, c'était 10 millions de chiffres. Celle-là qu'on fait maintenant, actuellement, c'est 35 millions. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé en Afrique, premièrement. Deuxièmement, il y a des pays comme la Guinée équatoriale ou d'autres qui sont devenus des petits paradis financiers, puisqu'ils ont du pétrole, ainsi de suite. L'Afrique ne sera pas l'Afrique d'hier, demain, ce qu'on n'aurait pas dit peut-être il y a 10 ans, quoi. J'insiste, Monsieur Ginaud l'a dit, je ne sais pas si ces micros marchent, pour vous redire qu'effectivement, les 2 personnes qui sont là, nos 2 grands témoins, sont là pour réellement répondre à vos questions sur ce qu'est la possibilité, ce que veut dire le management interculturel et quelles sont les possibilités que ça peut ouvrir. Donc je vous invite à poser des questions sur cette thématique-là. Bonjour, alors moi je suis une ancienne étudiante de Lyon 3 aussi également. Je viens de terminer un IMBA en management et marketing international. Je connais très bien le Brésil, ayant vécu là-bas. Revenant du Brésil justement après mon MBA, plutôt São Paulo, Campinas exactement. Donc je voulais juste vous signaler que tout ce que vous avez dit concernant le temps, les distances, c'est vrai. Moi ce que j'ai appris aussi au Brésil, c'est faut pas être pressé. Il faut prendre le temps. Moi, je suis arrivée hyper stressée là-bas. J'ai aidé des amis qui ont mis en place et qui ont développé tout un projet et ils ont monté leur entreprise de recyclage de matériel, de produits électroniques. Donc, je les ai aidés au quotidien là-bas. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas être pressé, qu'il faut laisser faire les choses. Il faut être dans l'action, il ne faut pas réfléchir, pas trop mettre en place des structures rigides chez eux. Du moins parce que c'est une petite structure, et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de travailler avec des Brésiliens. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui est diplômé, donc qui a un MBA et qui veut travailler dans le management de projet? Quelle entreprise
pourrait être adéquat Faut pour travailler postuler chez là-bas. GL Events. Je vous donne mon conseil et je vous réponds, et je suis sûr de ma réponse. Envoyez votre CV à Olivier Ginon. Je n'y manquerai pas, parce que voilà, moi j'en reviens et c'est vrai que quand on est au Brésil, on ne peut qu'aimer. Peut-être juste, si je peux me permettre, juste un petit très court sur le stress. Une idée reçue aussi que nous avons français, c'est de dire que les Brésiliens ne sont pas stressés, qu'ils sont cool. La notion de stress est complètement différente. Ils sont stressés, mais pour des problématiques beaucoup plus terre à terre. Ils sont stressés tout simplement dans le cadre de leurs conditions de vie. Pour vous donner un ordre d'idée, la durée légale du travail est de 44 heures par semaine. Le salaire minimum est de 250 euros. Les Brésiliens, très souvent, dans les classes moyennes, cumulent 2 voire 3 emplois. Et donc, il y a un facteur de stress lié à leurs conditions de vie. En revanche, ils n'ont pas le stress que nous connaissons, nous, Français, dans le cadre de nos activités professionnelles, avec ce stress lié à la façon de travailler. Donc, mais il y a un stress également, et je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Et je tiens quand même à signaler que les Brésiliens sont des gens extrêmement travailleurs. Donc ça, c'est moi, de ce que j'ai vu de mes amis qui sont là-bas, brésiliens, c'est des gens extrêmement travailleurs et qui veulent s'en sortir. Donc franchement, il y a tout à faire là-bas, quoi. Donc, merci, parce que cool mais travailleurs, donc bon témoignage. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent, monsieur? Je vais vous demander de vous présenter, bien sûr. Comme bonjour, bonjour, vous allez bien? Ouais. Je me présente, je m'appelle Faisal El Aouni, je suis responsable export pour l'Amérique latine, pour une société qui fabrique des produits pharmaceutiques. Donc malheureusement, je ne suis pas brésilien, mais je connais très bien ce pays. Ma question est très concrète. En fait, actuellement, nous sommes en train de mettre en place une structure pour s'occuper de l'Amérique latine. Donc nous avons choisi le Brésil et nous avons choisi Sao Paulo. Quand on est en train d'avancer dans le projet, nous sommes en train d'hésiter. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un local ou d'envoyer un expatrié? Parce que je ne vous cache pas, la semaine dernière, j'étais au Brésil pour rencontrer des candidats. Et en phase finale, j'étais frappé par le coût de recrutement. C'est hallucinant. C'est hallucinant, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Aujourd'hui, un jeune pharmacien qui sort de l'université, vous ne pouvez pas l'avoir moins de 4 000 € par mois. C'est hallucinant. C'est-à-dire, la personne qui va être sous ma charge, elle va gagner plus que moi, pour vous dire. Donc, j'ai besoin de ça. Il faut partir là-bas, du coup. Oui. Si vous allez peut-être doubler, vous, là-bas. Mais je m'occupe aussi C'est le problème de la France, ça, vous savez. Non, vous avez posé une bonne question, parce que je m'occupe aussi du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc, je ne peux pas être partout. Donc, ça, c'est ma question très concrète. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un local ou un expatrié? Et j'ai un autre commentaire. Tout à l'heure, vous avez dit c'est-à-dire que c'est pas un commentaire. Vous avez posé une question. Vous avez dit quelles sont les limites pour la mentalité franco-française en Amérique latine. Moi, j'ai un exemple concret. J'ai un ami qui s'est installé. Il a ouvert une société. Il est lyonnais. Il a mis en place une association pour avoir un réseau. Alors, il a limité l'entrée parce que c'était franco-français. Et en plus, le nom de l'association, il a choisi Only Lyon. Et ça, c'est un exemple concret pour vous montrer que les choses qu'il vraiment ne faut pas faire, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Ça, c'est de l'ordre du témoignage. C'est quoi la question? On va revenir à la question que vous posiez à M. Ginon. Est-ce qu'il vaut mieux un expatrié ou un local? Et si on choisit un local, quels sont vos conseils? Parce que vraiment, le recrutement, ça devient un problème au Brésil. Le problème n'est pas de savoir ce qui coûte, le problème est de savoir ce qui va pouvoir vous rapporter. Ça, c'est la première des choses. Je ne dis pas ça à mes collaborateurs quand on discute de leurs conditions salariales. Deuxièmement, chaque fois que je veux expatrier quelqu'un, ça coûte toujours quand même très cher. Je crois que quand on fait le calcul du coût d'un expatrié, parce qu'au départ, tout le monde dit c'est cher d'employer un Brésilien, ce que je ne crois pas, personnellement. Ça dépend peut-être des secteurs, mais c'est évident qu'un pays où il y a le plein emploi, c'est plus cher, et c'est un pays booming. Donc le problème de fond, c'est de savoir ce que vous allez faire. Si c'est qu'une équipe où il n'y a qu'une personne et c'est qu'un Français, c'est peut-être limite, il vaut mieux sans doute un local. Et comme votre métier, je ne le connais pas, le problème de fond, si vous voulez, c'est qu'il faut bien se dire qu'un expatrié, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que de toute façon, beaucoup de groupes garantissent des conditions en France, ainsi de suite. Et je crois qu'il y a une très grande différence entre l'étudiant français qui dit « je pars m'installer et vivre au Brésil » ou l'expatrié qui dit « je pars pour y aller 3 ou 4 ans ».
Je crois qu'il y a des choix de vie qu'il faut faire. Le problème aujourd'hui qu'on a dans les groupes au niveau du développement humain dans un pays à l'étranger, c'est d'avoir des gens qui comprennent que le pays où ils vont aller s'installer, ils vont peut-être y rester une partie de leur vie, une longue partie de leur vie. Et tout ça, c'est des choix de vie. Et après se posent bien sûr les problèmes des enfants, ainsi de suite. Donc si vous voulez, l'expat, si c'est pour le long terme, c'est peut-être une solution, mais je crois qu'une vraie réussite d'un groupe dans un pays, c'est de réussir avec la population du pays. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Voilà. Y en a-t-il d'autres dans la salle, mademoiselle? Excusez-moi, c'est pas vraiment une Je question. vous demandais de vous présenter d'abord, peut-être. Je m'appelle Lydiane Oliveira, donc je suis brésilienne. Je fais une partie de mes études en droit en France, une partie au Brésil. C'est plus, je suis désolée, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réponse à monsieur. Pensez à recruter les Brésiliens qui sont en France et qui veulent rentrer au Brésil parce qu'il y en a énormément. Merci. C'est important peut-être de le souligner. Monsieur, c'est assez là-bas, complémentaire, hein. je vous donne Bonjour. la parole. Bonjour, Guillaume Vignon, je suis étudiant à l'Institut Paul Bocuse. J'aimerais savoir en fait si vous aviez pour un futur diplômé qui souhaite s'implanter au Brésil un conseil sur comment s'y prendre. Voilà, on a bientôt notre diplôme et j'aimerais juste savoir quel conseil vous avez à me donner pour réussir à m'implanter au Brésil. Alors on est une filiale, nous, qui fait du catering, qui fait du réceptif, et on va ouvrir un hôtel. Donc vous voyez, madame, c'est son problème. C'est net, c'est clair. Merci. Monsieur, Bonjour, je m'appelle François Campagne, donc je suis étudiant en management international. Je voulais savoir, vous avez parlé donc enfin, GL Events, vous vous occupez des stades principalement, donc je pense à la situation en Pologne et en Ukraine pour l'Euro l'année prochaine où aucun stade pratiquement n'est prêt. Vous avez parlé au Brésil des problèmes de suivi pour les travaux. Si jamais, imaginons, vous vous retrouvez avec un retard pareil, quels sont les moyens, comment vous gérez en fait pas les conflits, mais les problèmes au niveau du travail au Brésil? Ah oui, donc c'est pas une question sur la Pologne et l'Ukraine. Mais la Pologne et l'Ukraine, nous, on attend qu'ils se plantent pour pouvoir leur fournir des stades provisoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au Brésil, on n'est pas dans la construction de stades pour le moment. On est dans on va certainement, pour la Coupe du Monde de foot, aider des agrandissements de stades, ainsi de suite. Pour le moment, ils sont en train de construire des vrais stades au Brésil. Hein. Je crois que c'est très avancé. Il ne faut pas oublier que c'est le premier pays au monde du football. Hein. Donc, je crois que les investissements locaux de stades vont avancer. Mais derrière, on a des équipes qui font de l'ingénierie et qui vont développer du relationnel local pour accompagner avec des prestations tous les stades. Pour apporter juste un petit complément, la réponse à votre question, c'est tout simplement le contrat. Dans le contrat, quel qu'il soit, vous prévoyez bien évidemment les obligations des parties, mais aussi les sanctions en cas de non-respect des obligations. Et donc, pour répondre à votre interrogation, dans le contrat, qu'il s'agisse d'un contrat assez simple ou d'un contrat complexe sur des opérations internationales de cette envergure, il y a tout un tas d'obligations et les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations. Bon, bonjour, je suis française mais brésilienne d'origine. Je travaille pour une société française qui s'appelle Giba France. Et j'ai une question concernant justement à l'entrée des entreprises françaises au Brésil à partir d'un changement économique qui a eu lieu cette année. À l'an 2008, fin 2008, l'Europe a ressenti la crise économique qui n'a pas réfléchi au Brésil à ce moment-là. Et en ce moment, le PIB l'année dernière, qui était de l'ordre, qui avait augmenté autour de 7,5% au Brésil, si j'ai tort, excusez-moi, mais il a chuté cette année. Et des mesures au niveau du gouvernement fédéral commencent à être prises, par exemple, la diminution des taux d'intérêt. Alors cette crise qui est ressentie en ce moment, cette crise économique qui est ressentie en ce moment au Brésil, vous pensez que ça va ralentir l'investissement direct étranger au Brésil?
Monsieur Ginon, la crise économique Donc, va-t-elle ralentir ces investissements? Non, parce que le problème de fond d'un groupe qui veut se développer à l'international, s'il est un groupe international et qu'il n'est pas franco-français, c'est d'aller chercher des points de développement. Donc le problème de fond, c'est de savoir si les groupes qui peuvent investir au Brésil, puis vous voulez bien vous parlez par rapport à un groupe français qui investirait au Brésil, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. Donc moi je crois que les investissements, j'ai lu l'autre jour une note qui est faite à l'occasion du voyage du Premier ministre français. Après l'Allemagne, je crois que le Brésil, c'est le deuxième pays d'investissement français, de la France, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne veux pas me dire je crois que c'est ça, non? Oui, on est dans ces eaux-là, oui. Hein, je crois que c'est... si vous voulez, il y a des investissements considérables qui sont faits, et plus il y a de la crise en France, plus certains groupes vont essayer d'aller chercher des marchés qui sont en développement. Donc, je ne crois pas que ça baissera. Le problème de fond, on n'en a pas du tout parlé. Comme on disait il y a 4 ans, c'était les problèmes d'insécurité qui étaient des problèmes importants, on n'en parle plus aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de la fiscalité. Le problème de la fiscalité, on n'en parle pas assez. Le vrai problème pour des Français qui investissent au Brésil, c'est le problème de la fiscalité. Et le problème de la fiscalité, comme tous les internationaux qui investissent, vous ne pouvez pas importer facilement au Brésil parce qu'il y a des taxes qui sont énormes. Donc il faut, nous, si vous voulez, par rapport aux Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, d'habitude, on envoie énormément de matériel qui vient d'overseas sur les grands événements. Là, on pense qu'on va travailler avec le local. Le pays est en autoprotection très forte sur les problèmes de fiscalité. Hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. Donc, elle est très dissuasive, la fiscalité. Hein. Maître Costa, et puis on va conclure après. Tout simplement, j'utilise un mot qui n'est pas un gros mot. Le Brésil est un pays protectionniste, soyons clairs. La dernière décision qui a été prise en août 2011 pour rigidifier et accentuer les difficultés pour un entrepreneur français, qu'il soit personne physique ou qu'il soit représentant d'une personne morale, pour obtenir un titre lui permettant d'être un dirigeant sur le territoire brésilien, ça devient prohibitif. Il y a des sommes absolument, c'est sur des dizaines de milliers d'euros. Donc on est sur une véritable politique protectionniste, mais encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Ginon, c'est le même problème que les salaires. Tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement les salaires. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment des cas concrets d'entreprises brésiliennes où les collaborateurs brésiliens ont été démarchés, ils sont partis à la concurrence, et les entreprises brésiliennes qu'ils venaient de quitter les ont redébauchés en multipliant les salaires par 2, par 3, par 4. Donc nous sommes dans une conjoncture très favorable pour le Brésil. Logiquement, il y a des mesures protectionnistes qui sont prises, et c'est vrai, comme l'a dit Olivier Ginon, dans certains types d'activités. Alors après, il n'y a pas de cas adaptable à tout, bien évidemment, mais dans certains cas d'activité, il vaut mieux même produire sur place que importer des éléments de l'extérieur. Merci. Je suis obligée d'arrêter là parce qu'on avait promis aux deux intervenants qu'ils seraient libérés à temps et on va le faire. Je voulais largement vous remercier tous les deux pour le temps que vous avez pris, pour tous ces éclairages. En conclusion, bien vous faire comprendre que si je ne me trompe et si on doit résumer en une ligne, l'interculturel, le management interculturel, la compréhension du pays est peut-être aussi importante que la classique étude de marché avant que d'arriver dans ce pays. En tout cas, Olivier Ginon, Olivier Costa, un grand merci pour votre témoignage.